Avant tout, et je pense que pour comprendre les deux autres leçons, c'est la première, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 en Israël, c'est un pogrom. Ce qui s'est passé, c'est une armée terroriste qui a commis un crime contre l'humanité sur une terre qui n'a de sens que parce qu'elle existe pour servir de refuge aux Juifs après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, après l'assassinat de 6 millions de personnes. Aucune armée arabe, depuis l'existence de l'État d'Israël en 1948, n'a commis ça. Ce n'était pas le Hamas, des combattants qui combattaient... Aucune armée arabe n'a connu de tels crimes. Jamais. Jamais. Je veux dire, ils ont combattu des soldats israéliens. Ils ont pris en otage des soldats israéliens. Ils sont battus contre l'État israélien. Là, les civils, là vous voyez... Les images, les civils, c'est pas des dommages collatéraux. C'était le but de l'opération, c'était de tuer un maximum de femmes, d'enfants. Il y avait eu des attentats. De vieillards. Bien sûr qu'il y a toujours eu des attentats. On parle d'un pays qui est en guerre depuis 1948. Les attentats, là, ce sont des pogroms dans le sens où c'était massacrer systématiquement, non pas des Israéliens. Soudain, des Israéliens sont devenus tout simplement des Juifs. Et l'impact est tellement énorme que je vais vous donner un exemple. Quand on dit la proportion, la réaction d'Israël, prenez le Bhoutan. Prenez le Bhoutan, l'un des pays les plus pacifistes au monde, dont le PIB est mesuré sur le degré de bonheur de sa population. Si le Bhoutan subissait ce que la population israélienne a subi, les 1200, 1300 morts, les massacres, les cadavres qui ont été retrouvés, les images que nous voyons encore aujourd'hui qui sont insoutenables, le Bhoutan ferait exactement la même chose qu'Israël. Le Bhoutan ferait la même chose qu'Israël. C'est évident. Vous avez des civils et c'était pas des colonies. Nous sommes là, dans des kibboutz, en plus avec des gens qui militent pour la paix. C'est encore plus criminel. Donc ça, c'est quand même la première chose. Ce n'est pas un acte de résistance. Franchement, vous voyez Jean Moulin et Pierre Brossolet disent « Tiens, si ce soir on allait se faire une discothèque avec des Allemands dedans parce que nous combattons des nazis », je veux dire, d'imaginer que cet acte terroriste commis par le Hamas relève de la résistance, c'est brouiller les cartes intellectuelles, c'est de l'apologie du terrorisme, c'est inadmissible, point barre. Ça a été tellement fort que sincèrement, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi le Hamas a fait ça? Je veux dire, quelles que soient ses revendications politiques et territoriales, après avoir commis ces pogroms, il va de soi que ces revendications ne vont pas aboutir. Je veux dire, qui accepterait de négocier avec des gens qui viennent massacrer des enfants, des vieillards, qui les sortent de leur lit, qui leur tirent une balle dans la tête, qui les photographient et qui envoient avec leur propre téléphone les photos à la famille? Pourquoi? Et sincèrement, est-ce que le but du Hamas n'était pas de se débarrasser de Gaza? C'est-à-dire de refiler Gaza aux Israéliens, voyez, pour après dire, regardez, se réfugier dans les hôtels qataris et continuer à vociférer sur le feu de la destruction en disant, mais non, mais c'est les Israéliens. Parce que depuis 2006, qu'est-ce qu'a fait le Hamas, si ce n'est détruire, ruiner consciencieusement Gaza, socialement, économiquement, moralement. Je veux dire, la propagande sur les enfants gazaouis, la manière dont ont été éduqués ces enfants par la force, on leur a mis dans la tête que l'ennemi était les Juifs. La défaite morale est énorme. Ce pays est un ramassis de propagande. Il n'y a plus d'opposants politiques. C'est un totalitarisme qui a pris la main sur 2 300 000 Gazaouis. Donc, à un moment, là, il n'y avait plus d'impasse. Donc là, quelque part, on se réfugie au Qatar. D'ailleurs, la plupart des importants y sont. Et on refile la catastrophe aux Israéliens pour après pouvoir dire, regardez tout ce qui arrive à Gaza, le désastre est israélien. Et les autres leçons? La grande leçon, c'est le grand gagnant de cette affaire, c'est la République islamique. Je veux dire, et c'est ça qui est la République islamique qui est en état de mort cérébrale. Je veux dire, il faut quand même comprendre que les deux joyaux de la couronne, de la monarchie, si je peux me permettre de parler comme ça, c'est le Hamas et le Hezbollah. Aujourd'hui, la République islamique d'Iran n'existe que parce qu'existe le Hamas et Hezbollah et par sa capacité de nuisance. Et là, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Ce chaos que vient de créer la République islamique d'Iran. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient d'empêcher un avenir de paix possible dans la région. Les négociations avec l'Arabie Saoudite sont finies, les accords d'Abraham sont suspendus, tout est là dans un espèce de flottement. S'il n'y a plus d'avenir, je veux dire, quand vous êtes à la tête d'un État totalitaire comme l'est la République islamique d'Iran, tous ces mots-là, et que vous avez ces deux groupes terroristes que vous financez, je veux dire, là, le chaos qui est créé, ils se donnent des points de vie supplémentaires. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils viennent de prendre la tête de la Oumma, de la communauté des croyants. Je veux dire, là, ils viennent de passer comme une course de Formule 1 devant l'Arabie Saoudite en disant, ça y est, bingo, maintenant,
Tout le monde dit, vous voyez, c'est ceux qui résistent à l'ordre occidental et israélien, c'est nous. Exactement. Et ça, c'est rageant. Et moi, je me demande si le monde occidental se mord pas un peu les doigts, pétri de remords, en se disant mais il y a encore quelques mois, là, fallait quand même peut-être davantage les financer, davantage les aider militairement, leur refiler des armes à ces Iraniens qui n'en veulent plus de ces républiques islamiques, au lieu de négocier comme ça en douce sur le tarmac d'un aéroport en échangeant des otages. Alors oui, les Américains ont échangé des otages. 6 millions de dollars étaient censés dégeler de 6 milliards de dollars dégelés de la Corée du Sud en Iran. Alors visiblement, le virement n'a pas été fait, mais le geste suffit pour raffermir la République islamique d'Iran. Et donc là, c'est encore cette espèce d'immense cadavre qui continue à s'agiter et qui est en train de maintenir un chaos inadmissible dans cette région qui va entraîner des millions de gens dans l'incertitude, dans la misère et dans des conflits un peu partout qui vont exploser. Et la troisième leçon ? Et la troisième leçon, et là, honnêtement, l'ayant regardé de loin et ne m'étant pas exprimé depuis 10 jours, croyez-moi que je l'ai, c'est extrêmement douloureux à dire, mais c'est la défaite morale du monde arabo-musulman. Ça, c'est une évidence. Et tous ceux qui refusent de le voir sont des criminels. Je vais donner 3 exemples. Je vais vous donner l'exemple de la Tunisie. La Tunisie qui est dans une situation économique gravissime. La Tunisie qui a un président qui passe son temps à exciter la xénophobie de sa population pour qu'elle parte à la chasse aux immigrés noirs. La Tunisie qui devrait manifester contre son président Saïed, qui devrait dire « Non mais c'est toujours batteur là qui est en train de nous humilier devant la terre du monde, qui nous affable, rien ne se passe, pas de boulot, pas d'université, il se passe quoi ?» Non, elle était jouée avant même que les bombardements commencent sur Gaza. Ils étaient déjà dans la rue pour célébrer le massacre des Juifs, des Tunisiens. Mais c'est partout dans les mondes arabes et musulmans. Mais j'ai pris 3 exemples. Le Yémen, 10 ans de guerre civile, un désastre humanitaire, un terrain de jeu pour l'Iran et l'Arabie Saoudite qui, à travers ce pays, s'entretuent, des maladies infantiles qui avaient disparu depuis le XXe siècle qui réapparaissent. J'ai été la première ici à parler du Yémen et des situations dramatiques. À Sanaa, vous avez vu la foule ? Au lieu de manifester contre l'Iran, contre l'Arabie Saoudite, contre le destin qui est le leur à cause de cette concurrence sunnite et tout. Ils manifestent à ce point-là, avec tant de fierté, devant quoi ? Le cadavre de juifs. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et alors la Malaisie, j'ai pas pu m'en empêcher. Pourquoi ma Malaisie manifeste pour célébrer le massacre de juifs ? Alors ça reste mystérieux. Ça, si vous voulez, la prochaine fois, on vous parlera de la Malaisie, mais ça reste mystérieux. Et les populations arabo-musulmanes dans les pays occidentaux. Je veux dire, ces londoniennes qui arborent des t-shirts avec des parapentes dessus, référence aux terroristes qui ont attaqué une rave party où des jeunes de leur âge ont été massacrés. C'est normal à Sydney. Qu'est-ce qui s'est passé à Sydney ? Gazons les juifs. Voilà ce qui était crié de la communauté arabo-musulmane, bien au chaud en Australie, qui crie ça, gazons les juifs. Et la seule chose qui a vraiment, c'est ahurissant de voir ça. C'est la seule image qui m'a fait sourire. Fuck les juifs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La seule image qui m'a fait sourire, c'est ce qui s'est passé dans le stade de Téhéran, où à tous les supporters iraniens ont été distribués des drapeaux palestiniens. On regarde, on écoute. Voilà ce qui s'est passé dans le stade à Téhéran la semaine dernière. C'est le seul acte de résistance. En fait, c'est malgré la vulgarité de cette phrase, c'est ce qui a sauvé le peu d'honneur qui restait à sauver. Et ils continuent à crier ça dans les rues. Et on oublie qu'à l'automne 2019, les Iraniens ont manifesté dans les rues au cri, pas seulement à Téhéran, partout de ni Gaza, ni Hezbollah. Ces groupes terroristes sont la plaie du monde arabo-musulman et les soutenir et sous-entendre que c'est de la résistance, c'est s'enfoncer un peu plus dans un marasme moral.